On va laisser la parole à Grégoire Ancel, qui est donc le directeur de la communication et de marketing de Grand Dijon Habitat, et qui va vous présenter ce projet. Ça sera donc la troisième partie, et c'est une partie très importante parce que là, on rentre dans la vraie vie, quelque part. Voilà. Je laisse la parole à Grégoire. Bonsoir, merci tout d'abord à la SBA de m'accueillir pour ces travaux qui permettent de présenter le déploiement de l'architecture numérique R2S. Et pour le cas de Grand Dijon Habitat, on va évoquer quelque chose de très concret puisque c'est une architecture numérique qui va être déployée dès octobre 2022 sur un périmètre d'un quartier prioritaire de la ville, à Dijon, un quartier de La Fontaine-Douche. Alors, on va passer peut-être en deux mots pour vous présenter Grand Dijon Habitat. Peut-être que vous ne connaissez pas qui nous sommes. Nous sommes un office public de l'habitat. Notre patrimoine comporte près de 11 000 logements et il est situé exclusivement sur Dijon Métropole. Et nous attribuons environ 1100 clés par an donc, à des locataires entrants. Et ça représente un peu plus de 20 000 locataires logés dans nos logements. Donc, c'est, on va dire, une deuxième ville après Dijon. C'est presque la deuxième ville de Dijon Métropole. Et il y a quelques années, maintenant 3 ans, quand nous travaillons avec Christian Rosier de Urban Practice sur le projet Smart Ecoreno, qui est assez novateur et très intéressant, parce qu'il y a 3 ans, on s'est posé la question avec Batigère, 3F, Cristal Habitat, Alpizer Habitat et Grand Dijon Habitat, de voir comment on pouvait rendre intelligents des bâtiments qui avaient 20, 30, 40 ans et qui n'étaient pas du tout conçus pour cette connectivité qui, bien évidemment, n'existait pas au moment de leur construction. Néanmoins, et ça a largement été évoqué par Philippe Durand, il y a des besoins émergents, il y a une connectivité possible et il y a tout un intérêt à structurer une architecture numérique qui permette réellement de faire converger la data que l'on pourra collecter et utiliser pour déployer des services et des services pertinents pour le locataire, mais aussi des services et des analyses pertinentes pour le bailleur social que je représente en termes de maintenance et d'exploitation. Et on va l'évoquer avec des cas très concrets. Donc, le projet Smart Ecoreno, c'est l'idée, il y a 3 ans maintenant, de se dire, on va travailler sur un projet commun qui aura une forte réplicabilité et dissémination pour l'ensemble des bailleurs sociaux et de la profession à l'échelle française, voire européenne. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'architecture numérique Ready to Service qui vous a été présentée précédemment, et j'y reviendrai. Et on va déployer à l'échelle du bâtiment et des différents bâtiments que je vais vous présenter dans quelques minutes, dans quelques instants, un pilotage énergétique intelligent qui, sur la base d'une intelligence artificielle, va être en capacité d'apprendre des habitudes de vie des locataires et de définir à quel moment, en fonction de tas d'éléments collectés dans le bâtiment, mais également à l'extérieur, on va mettre en place, par exemple, le chauffage ou déployer des services qui seront utiles aux locataires, ou peut-être déclencher, et je reviendrai tout à l'heure avec la Smart City, une alerte qui serait pertinente de répercuter à l'échelle métropolitaine parce que différents capteurs pourraient peut-être donner l'information qu'un incendie d'ampleur se déclenche dans le bâtiment. Voilà un peu l'ambition de ce pilotage, on va dire, s'appuyant sur l'architecture numérique Ready to Service, mais également un pilotage énergétique, donc vraiment centré sur le chauffage. Mais on voit bien avec les quelques exemples que j'ai commencé à brosser que le potentiel, le champ des possibles, c'est d'ailleurs une image qu'on avait utilisée avec Christian Rosier, est vaste. Donc 5 projets retenus et présentés par les bailleurs sociaux. Donc Grand Dijon Habitat a présenté a retenu le site de l'îlot Franche-Comté sur le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon. Donc, je reviendrai en détail sur l'opération. Également, Cristal Habitat, qui est à Chambéry, a lui retenu les Tours du Mâconnais. Batigère, qui est un des plus gros bailleurs français, a retenu un site sur l'île Plaisance. L'immobilière 3F également, du groupe Action Logement, qui a retenu un site sur Pierrelet. Et puis, à Saint-Imier, Alpizer Habitat a retenu un site également particulier. Et ce qui est très intéressant dans les 5 sites, et je vous invite à les regarder dans quelques jours
Jeudi, demain matin, il y a un webinaire national qui fera un peu un point d'étape, notamment sur le building operating system qu'on va déployer, que chaque opérateur, chaque bailleur va déployer dans ses résidences. Mais on a émis avec l'Union sociale pour l'habitat qui nous soutient un cahier repère qui fait en quelque sorte l'état de notre étonnement et de nos pratiques et de nos découvertes. Alors, découverte, c'est un grand mot, mais en tout cas, comme on s'est confronté à des champs d'expérimentation extrêmement réels, on a buté sur un certain nombre de sujets qu'on a dû dépasser, contourner. Et donc, le cahier repère de l'USH qui a été émis à cette occasion fait l'état un petit peu de toute cette connaissance qu'on a mutualisée à nous cinq. C'est un projet également, je tiens à le souligner, soutenu par la CG2LS, qui est un fonds mutualisateur des bailleurs sociaux, un fonds de péréquation, mais qui vient ici soutenir l'innovation et notre démarche en prenant une grande partie des frais d'études dans le principe de dissémination et de réplication. Alors, si on s'attache maintenant au projet de Grand Dijon Habitat, qui lui est extrêmement concret, comme les autres bailleurs qui avaient des énergies, des configurations, des bâtiments extrêmement différents. Mais à Dijon, on a, sur l'îlot de l'îlot Franche-Comté à la Fontaine-Douche, on a 377 logements. Il y a 6 bâtiments. Et c'est un chauffage qui est alimenté via le réseau de chauffage urbain et des sous-stations de réseau de chaleur qui alimentent. Donc, il y a 2 sous-stations qui alimentent l'îlot que vous avez à votre droite. Et le chaude sanitaire est produite également via le réseau de chaleur de la Fontaine-Douche. Donc, on a ici des bâtiments qui vont être éco-réhabilités et qui ont besoin d'éléments clés pour pouvoir non seulement penser, on revient peut-être sur le slide précédent, Christian, excuse-moi, juste avant d'aller sur celui-ci, de repenser la dynamique énergétique. Donc là, effectivement, avec des capteurs que vous imaginez bien, comme des thermostats, des vannes thermostatiques, on va pouvoir faire remonter des données de chauffage assez simples au niveau de chaque logement, qui agrégés les unes aux autres vont permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir travailler sur des courbes de charge, tenant compte peut-être de la météo extérieure, de la présence des habitants et de faire remonter, de compulser tout un tas de données comme le taux d'humidité, comme le phasage, les zones dans les différents logements et de se dire, bah là, voilà, il faut que je déclenche et que je fasse monter en charge la sous-station pour délivrer de la chaleur. Ce qui est intéressant dans le bâtiment de l'îlot Franche-Comté, c'est qu'on a une distribution qui est verticale par un principe de colonne. Donc, on va dire qu'on a là tous les ingrédients pour que ce soit compliqué. On a des sous-stations, des colonnes, des compteurs présents dans les logements, des compteurs par colonne. C'est un terrain d'expérimentation qui est absolument pas le plus simple à avoir choisi, mais qui pour autant, confronté au réel, est très intéressant. Et on voit bien qu'avec l'architecture numérique qui va être déployée, et Christian y reviendra, on va pouvoir mettre des capteurs dans les logements, dans les parties communes, qui vont nous permettre de gérer le chauffage. Et ça, la gestion énergétique, c'est, on va dire, le tronc fédérateur et commun des 5 bailleurs. Et à Grand Dijon Habitat, on s'est dit qu'il y avait 2 autres thématiques à investir, à savoir la tranquillité résidentielle et le maintien à domicile. Et là, si je prends l'exemple type de ce que va nous permettre l'architecture numérique qui va être déployée dans l'ensemble des logements et des bâtiments, on se rend compte qu'en mettant quelques objets connectés, on va pouvoir faire des cas d'usage très concrets. Vous avez ici, par exemple, le cas de Mme Michel. Le cas de Mme Michel, imaginons, habite à l'îlot Franche-Comté. Nous sommes au mois d'août, les températures montent en été. On pourrait facilement avoir 30-35 degrés, c'est un temps de canicule. Et il y a déjà des logements, il y a déjà des équipements connectés qui sont déployés aujourd'hui dans le logement de Mme Michel. Elle a par exemple un compteur de télérelève d'eau. Ça aujourd'hui c'est déployé. Elle a un Linky pour son électricité, ça c'est quasiment déployé. Elle peut avoir aussi peut-être le compteur de gaz. On va y rajouter une sonde de température qui, par exemple, peut tout à fait être positionnée dans le détecteur autonome avertisseur de fumée, dans le DAF, qui prend la température, qui va peut-être relever le CO2, qui va peut-être relever l'humidité, enfin voilà, qui va nous donner quelques éléments. On peut imaginer de mettre un détecteur de porte sur la porte qui va
pouvoir nous permettre d'évaluer les entrées et sorties dans le logement. Et puis, bien positionné, on peut tout à fait imaginer également d'avoir un détecteur de présence. Et on se rend compte que Mme Michel, qui a pour habitude de prendre un verre d'eau ou de faire sa vaisselle ou de prendre une douche tous les matins à 8 heures, aujourd'hui, alors qu'elle est là, puisqu'on a un détecteur de présence, alors qu'on sait qu'il fait très chaud, depuis midi, il n'y a pas de mouvement, pas de consommation électrique et pas de consommation d'eau. Et là, avec l'architecture numérique et l'intelligence artificielle qui va croiser ces différentes datas, qui jusqu'à maintenant sont totalement en silo et isolées, on va pouvoir se dire, là, il y a peut-être une anomalie dans la vie de Mme Michel. Et à partir de là, on voit bien le service d'aide ou de soutien qu'on peut mettre en place. On peut imaginer qu'il y ait ou un envoi de mail, de SMS à un prestataire, dont Mme Michel aurait peut-être pris via sa mutuelle ou via sa complémentaire santé un service, on va dire, en quelque d'assistance, ou alors il y a un EHPAD à proximité et on pourrait imaginer qu'un infirmier de l'EHPAD, c'est vraiment un scénario de fiction, mais un personnel de santé de proximité se déplace et fasse une levée de doute, ou alors simplement un call center fait un appel avec un haut-parleur et fait une levée de doute auprès de Madame Michel. Donc on pourrait tout à fait imaginer, grâce à la remontée de ces données, de pouvoir déclencher une action qui est pertinente à un moment donné dans la vie de Mme Michel. Et donc, il y a la levée de doute et ça permet de dire si oui ou non Mme Michel est en difficulté. Voilà en quelques mots les exemples qu'on pourrait imaginer. Il y en a plein d'autres en termes de cas d'usage, mais on voit bien qu'avec cette épine dorsale, les capteurs qui sont labellisés Ready to Service, qui sont interopérables, ça veut dire qu'ils communiquent parfaitement les uns aux autres grâce à une norme et grâce à cette architecture, on est en capacité d'imaginer un ensemble de services pertinents. De la même façon, on pourrait imaginer que pour la tranquillité résidentielle, il y ait quelque chose du côté des boîtes aux lettres connectées peut-être, ou des détecteurs de présence dans les parties communes. Voilà. Et tout ça viendrait nourrir un écosystème pertinent. Voilà en quelques mots un cas d'usage, mais qui, je tiens à le dire, n'est absolument pas de l'ordre de la fiction. C'est quelque chose qui, dans l'absolu, peut tout à fait se mettre en place dans quelques mois, dans quelques jours, pour un bâtiment comme le nôtre. Après, va se poser la question du modèle économique de toutes ces solutions. C'est-à-dire que dès lors qu'on a le potentiel, dès lors qu'on a l'architecture numérique et les capteurs, la question pour nous bailleurs se pose en termes de modèle économique en direction de nos locataires qui ont un pouvoir d'achat, un pouvoir économique relativement, par essence et par définition, limité. Donc, il va falloir qu'on recherche un modèle économique pertinent. Si je me place maintenant en termes de maintenance et exploitation par rapport au bâtiment, vous pouvez imaginer que pour un bailleur comme nous, c'est extrêmement intéressant de pouvoir se dire on a des indicateurs et des datas qui croisés nous permettent de dire qu'il y a un problème d'humidité avec la VMC connectée dans les salles de bain, et sans même que les locataires s'en rendent compte, on puisse déclencher une intervention toiture par le prestataire qui est chargé de la maintenance de la VMC. Ça, c'est quelque chose qui, là, vient faire pour nous des appels en moins de locataires qui constateraient un désordre. Ça nous évite des travaux parce que très clairement, on a pu observer que les objets connectés, qu'il n'y a pas de moisissure parce qu'on a anticipé, donc il n'y a pas de travaux de désordre et de reprise de désordre et d'embellissement à refaire dans la salle de bain. Voilà, on peut imaginer tout un tas de solutions. Si on passe sur le slide d'après, on a travaillé et on continue de travailler avec Christian Rosier de Urban Practice sur la définition de nos besoins. Parce que très clairement, le besoin, il doit être exprimé par deux parties. Le bailleur, au titre de ses différents métiers, en termes de maintenance et exploitation, en termes de relations clients. Il doit être également défini en concertation avec le locataire. Et là, j'apprécie particulièrement le propos de Philippe Durand de Veritas sur ce sujet-là. Ça ne se fera pas sans les habitants et sans leur donner la certitude que leurs données personnelles seront parfaitement respectées. Non seulement c'est le moins qu'on puisse faire au titre du RGPD, mais également envers leurs bailleurs et puis également en direction de leurs voisins. Donc il va falloir qu'on arrive à expliquer,
à argumenter, à proposer, à rassurer et à fédérer. Parce que nos locataires ne sont pas et ne seront jamais des rats de laboratoire. Excusez-moi peut-être cette expression un petit peu provocatrice, mais en tout cas, ce n'est pas l'ambition de Grandit Habitat. L'ambition de Grandit Habitat, ça va être d'essayer au maximum d'embarquer les locataires et de voir comment ils acceptent dans leur logement des vannes thermostatiques connectées, un thermostat, un DAF, et qui puissent en évaluer l'intérêt. Et là, pour nous, je ne vous cache pas que c'est un sujet qui est devant nous avec Christian. On y travaille, on l'envisage. C'est un projet également, et je le précise, soutenu par l'Europe pour Grandit Habitat au travers du projet Response H2020, où nous sommes lauréats de cet appel à projet avec Dijon Métropole et un consortium qui regroupe une quarantaine de partenaires. Donc, en tout cas, c'est devant nous. On travaille vraiment sur ces données-là. L'architecture Ready to Service, et j'ai vu passer une question dans le chat, intéresse l'Europe. Et c'est bien pour ça que ce volet gestion énergétique, tranquillité résidentielle, maintien à domicile a été intégré dans l'appel à projet, récompensé, si je peux me permettre l'expression, par l'Europe. Et donc, de 2022 à 2025, on va être très concrètement dans l'opérationnel. Et puis, une fois qu'on a cette feuille de route, qu'on associe nos collaborateurs, nos différents métiers, que l'on associe nos locataires par des biais qui restent encore à trouver et à structurer, on émet une notice smart. Hein, là, vous avez un exemple avec Batigère, mais on a la même à Grandit Habitat. Je dois avouer avec Christian que ça nous demande beaucoup de discussions parce qu'on est, on est à la fois générique, mais dans le bouton de guêtre. C'est-à-dire qu'on est générique sur les interactions entre les uns et les autres, mais on essaie d'être au bouton de guêtre parce que, comme on est en train de créer un système qui doit être performant, un écosystème, et c'est un peu ce qui vous a été présenté, on se doit d'imaginer des interactions assez fines entre les uns et les autres, et ça interroge beaucoup de choses. Si on parle des vannes thermostatiques, sans être trop long, très clairement, la gestion de la sous-station, ça interroge la relation contractuelle qu'a Grandit Habitat avec son exploitant de chaufferie. Qui est responsable de quoi entre le bailleur, le prestataire d'intelligence artificielle et l'exploitant qui se doit de délivrer une chaleur dans les logements. Et qui rend des comptes à quoi et à qui. Voilà, dans un cadre contractuel. Donc, vous voyez, ça ouvre tout un champ de questionnement et l'architecture numérique doit venir nous amener des données fiables, sécurisées, consolidées. Et puis, la mise en œuvre, je l'ai évoqué, c'est 2022-2025 en ce qui concerne Grandit Habitat. Et pour les autres sites de Batigère, 3F, Christian Habitat, Alpizère Habitat, pour certains, on est déjà dans le concret. Dans le très concret, puisque sur certains sites, c'est en cours de déploiement ou en cours d'attribution de marché auprès de prestataires. Voilà, Christian, peut-être que je te passe la parole maintenant sur la logique de BIM, et puis je compléterai si tu le souhaites. Je vais compléter ton propos, et puis après, on passera aux questions. Grand Dijon Habitat a souhaité, souhaite dans son éco-habitation introduire une dimension de numérisation en partie de son patrimoine. Donc, les 370 logements vont faire l'objet d'une maquette. Bon, là, vous avez simplement une slide qui présente le fait que il y a deux principes soit je vais numériser des logements avec des scans et donc je reconstitue ma maquette parce qu'on est sur des bâtiments qui datent un peu, vous comprenez. Soit on récupère des plans papier et puis on essaye à partir de ces plans papier de faire de l'élévation d'une maquette qui peut être plus ou moins simplifiée. Dans le premier cas, on va aller plus dans le détail, on va être plus exhaustif, on sera plus coûteux. Dans le second cas, on sera sans doute plus léger, mais finalement un peu moins exhaustif, mais finalement plus intéressant d'un point de vue coût, et peut-être que fonctionnellement, ça va nous permettre d'avoir ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, si je dis ça, ce n'est pas directement en lien avec le R2S. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet dans lequel le bailleur s'est posé cette question-là, et que finalement, on va récupérer une partie de ces données pour demain faire converger ces données sur un écosystème plus global de gestion des données patrimoniales et dynamiques du bâtiment. Voilà. Tu as parlé de fonctions de gestion d'énergie, alerte exploitation, portail de bailleur, fonction additionnelle. Voilà. Cette slide, elle aurait dû être un tout petit peu avant, mais tu l'as commenté. Là, je vais terminer par deux slides qui, finalement, la traduction un peu concrète du cadre de référence R2S
Aujourd'hui, les X bâtiments, ils sont reliés par des épines dorsales numériques. Hein, c'est le réseau bleu que vous voyez ici. Et donc qui innerve à la fois les parties communes, mais qui va jusque dans les parties privatives à travers des passerelles dans le logement qui vont se retrouver dans les tableaux électriques. Il y a une consultation qui est en cours pour déployer cette infrastructure. Hein, c'est une première étape. Et ensuite seront déployées des stratégies de services dans les logements autour de l'énergie en particulier. Ce que vous voyez aussi là-dessus, c'est que le fait, on a mis en place, il y a un projet qui rentre qui vient en plus enrichir ce R2S avec le déploiement d'un Building Operating System qui vient, lui, être un orchestrateur de données temps réel du bâtiment et qui va permettre de communiquer avec l'extérieur, en particulier la ville et une plateforme de gestion énergétique métropolitaine. Donc, on retrouve les idées claires, mutualisation du réseau, pouvant par exemple accueillir l'interphonie, faisant circuler les datas pour l'énergie, mais aussi dans le cadre de la stratégie de l'accompagnement des seniors. Voilà. Alors, selon qu'on ira plus ou moins loin dans les solutions autour de la tranquillité résidentielle. Et si on se place dans l'espace de vie qu'est le logement, aujourd'hui, à l'heure où on parle, ce qui est prévu dans un logement entre guillemets de base, comme c'est surtout le sujet de l'énergie, finalement, vous avez un écosystème de capteurs-actionneurs où, sur des radiateurs existants, on va rajouter des vannes thermostatiques connectées, des capteurs de température, des thermostats avec une zone nuit et une zone jour. C'est ce qui est, ça fait l'objet de débats en interne et finalement, c'est ce qui a été arrêté, DAF connecté, une passerelle de logement. Et donc, finalement, on va pouvoir piloter de manière plus vertueuse chacune des pièces de manière séparée, selon des consignes et avec un respect d'une dépense énergétique cible. Voilà. Et ces données, donc, elles vont être à la fois observées, analysées de manière anonymisée à l'échelle du bâtiment, mais elles resteront dans le cercle et dans l'espace du locataire. Voilà. Donc ça, c'est… Et donc, voilà, le R2S, on le voit, il est en capacité, on impose que cette passerelle elle puisse être communicante, etc. Et donc, pouvoir demain upgrader fonctionnellement des nouvelles fonctions. Et si je me place dans le cas d'une résidence senior, on pourra ajouter des nouvelles fonctions à cette résidence senior. Et juste pour terminer, peut-être que tu voulais commenter ou je le commente. Vous avez aujourd'hui 3 types de bâtiments, et c'est intéressant de les voir. Une école où on retrouve une infrastructure A2S. C'est une école d'ingénieurs, bâtiment neuf, qui va être connecté avec la métropole de Dijon. 3 écoles en rénovation qui vont déployer aussi une infrastructure R2S, qui vont communiquer avec une plateforme, un Energy Management System d'EDF, et le projet dont on vient de parler, que vient de présenter Grégoire, qui va être connecté avec cette même plateforme, puisque les 2 projets des Grands Dijon Habitat et des écoles rentrent dans une stratégie de projet européen H2020. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le R2S, à chaque fois, on l'a retrouvé. Alors là, on a 2 R2S tertiaires et on a un R2S résidentiel. Alors peut-être pour compléter aussi ton propos, Christian, alors le BOSS mériterait un sujet à part entière, hein, parce que c'est passionnant, mais on voit bien que cette architecture, je me rappelle au début, il y a 2 ans, Christian, quand on est intervenu ensemble à Paris, 1 an ou 2 à Paris Habitat, quand on expliquait, quelqu'un avait le concept, quelqu'un avait la main en disant bon, allez, c'est du câble et des switches. Non, c'est pas du câble, oui, c'est du câble et des switches, mais ce qui se passe là est réellement vertigineux en termes de champ des possibles. C'est-à-dire que on a l'opportunité de rendre intelligents des bâtiments qui n'étaient pas prévus du tout pour ce type d'usage et qui vont avec les questions de réchauffement climatique, de performance énergétique et de mieux vivre dans son habitat vont devenir centrales. Et quand on fait le lien avec Dijon, puisque je me permets aussi de dire un mot sur la Smart City de Dijon, Dijon, qui est une des Smart City, et c'est pas galvaudé, une des Smart City les plus avancées au monde, puisqu'elle a été récompensée
est évalué hein, à ce titre-là dans le top 5 des métropoles les plus avancées sur ce sujet-là. Je vais prendre qu'un exemple. Si on a un DAF donc un détecteur de fumée, qui signale qu'il y a un dysfonctionnement dans le logement, enfin qu'il y a des fumées. C'est un problème locatif. Les pompiers interviennent et après, c'est un sujet de bailleur. Si vous avez, dans les 15 minutes qui suivent, 9 autres DAF qui se déclenchent, ça devient, via l'architecture R2S, le BOSS et les protocoles mis en place, ça devient une crise métropolitaine. Ça veut dire que vous avez une cage ou 2 cages d'escalier qui sont en situation critique. Et tout de suite, ça vient reposer en gestion de crise le sujet non plus à l'échelle du bailleur, mais directement à l'échelle de la métropole, sans qu'on ait activé quelques cellules de crise que ce soit. Elle se réunira, elle se mettra en place, elle fera son travail, mais les premiers éléments sont d'ores et déjà évalués en termes de data et remontent et sont en tout cas utilisables. Toute dernière chose, quand on se place dans le projet de rénovation de 3 écoles pour la ville de Dijon, quand on est dans le projet H2020 Smart Ecoreno ou dans le campus de Dijon, on a un territoire qui s'est donné une gouvernance très précise de la data. Et on va travailler dans un cadre qui, heureusement, et je ne m'en plains pas, va nous encadrer sur la façon dont les datas de nos locataires et de nos exploitants et de nos bâtiments vont être traités. C'est-à-dire qu'on a un cadre contraignant, on a des actes qui rendent incessibles ces données. On a des obligations qui font que, comme l'a dit Christian, elles sont nécessairement anonymisées. On a voilà, tout un tas de cadres et un périmètre extrêmement borné. C'est tant mieux pour protéger les données de nos locataires et des habitants de la métropole. Donc, on va forcément s'intégrer dans cette démarche-là. Et toute dernière chose sur le BOSS, quand il y a 3 ans, et sur l'architecture numérique du bâtiment, quand il y a 3 ans, l'USH, la CG2LS et puis Christian Rosier ont fait un appel aux bailleurs volontaires pour partir dans la démarche. On a tous regardé le projet avec beaucoup de questions, beaucoup d'envie, mais beaucoup de questions. Et le BOSS, notamment donc cette entité, ce logiciel qui va venir incrémenter et, on va dire, interpréter l'ensemble des datas qui remontent, pour nous, c'était un schéma sur un tableau blanc numérique que j'ai conservé, totalement conceptuel. Et dans le logement social, c'était un peu notre planète Mars à nous, parce que l'écosystème n'était pas mûr, parce qu'on se posait peut-être l'écosystème de start-up, on ne savait pas bien qui allait pouvoir répondre à ce concept. Sauf que 3 ans après maintenant, quand on regarde le chemin parcouru par les 5 bailleurs et d'autres, hein, mais les 5 bailleurs qui sont tête de pont, on va dire, dans cette démarche, le BOSS devient réalité, se déploie. Il y a différents BOSS, il y a différentes natures de BOSS, mais en tout cas, c'est passionnant de voir comment l'architecture numérique, les capteurs, les câbles, les switches permettent cette remontée de données et vont permettre réellement d'envisager une nouvelle vie pour ces bâtiments et un confort de vie différencié pour nos locataires. Voilà. Merci. On laisse peut-être place aux questions. Merci beaucoup de ton intervention, Grégoire. Voilà. Peut-être des questions. Je ne sais pas qui anime les questions là. Alors, si vous voulez parler, prenez le micro gentiment, voilà. Allô, allô? Oui. Oui, bonjour Christian Brotos. Donc je voulais juste savoir comment allait être déjà, est-ce que ce label est reconnu d'un point de vue juridique, législatif au niveau national, est-ce qu'il l'est ou le sera au niveau européen? Voilà, à quel niveau se situe ce label aujourd'hui? Philippe, tu veux répondre, non?
Oui, je peux prendre la main dans un premier temps. Alors, ce label aujourd'hui répond à une démarche volontaire, hein, bien entendu. Hein. C'est le propre d'un label, c'est quand même ce point-là. Alors, on a de bonnes aujourd'hui raisons de croire que ce label va être reconnu au niveau de l'Europe, puisque ça a été rappelé par Christian, ça a été rappelé par Grégoire. Il y a les instances européennes qui s'intéressent de près à cette démarche volontaire, novatrice, mais surtout à ce standard qui apporte la vraie réponse à des problématiques de tout genre et liées à l'obsolescence que j'ai pu rappeler. Donc oui, ce label-là, aujourd'hui, il répond à une démarche volontaire. En France, on commence à le déployer sur d'autres pays de la communauté européenne. Il y a des questions, il y a des projets qui se pointent. Donc, ça veut bien dire que nos présentations, quand je dis nos présentations, c'est notre volonté de converger à un monde meilleur, remporte beaucoup de succès. Et je pense qu'au niveau européen, nous aurons très rapidement audience et autorité sur la place. Merci. Mais comme je l'ai dit, le cadre de référence, il est soutenu par le gouvernement français. Il n'a pas été prévu, puisque en 2017, CIMI 2017, ou 2018, pardon, il y a une charte qui a été signée avec, à l'époque, le ministre, Julien Denormandie, qui invitait à ce que tout l'écosystème des acteurs du bâtiment s'empare et se saisisse de cette action qui était menée par la SBA. Voilà. C'est à l'échelle d'une charte, parce que le gouvernement souhaitait plutôt avoir un observatoire de cette pratique et ne pas aller dans le terrain législatif, tout simplement. Mais très clairement, voilà, Madame Vargon, qui est au ministère du Logement aujourd'hui, suit de très près les travaux de l'SBA, ça c'est très clair. Une autre question ? Il y a une question en ligne sur qui va déployer le label. Aujourd'hui, ce label, alors si on parle du label et l'attribution, je dirais, du certificat et in fine, aujourd'hui, c'est Bureau Veritas Certification qui déploie ce label. Et bien entendu, ce label, avant même que l'on parle de la délivrance d'un certificat et de son niveau d'atteinte, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là pour aider à porter ce label. Hein. Les AMO, les intégrateurs, les installateurs, les maîtres d'ouvrage sont là également pour solliciter tous les bons acteurs pour qu'in fine, ce label valorise toutes les actions de chacun. Donc, ce label est déployé, mesuré par Bureau Veritas Certification avec l'appui de l'ensemble des personnes. Je dis bien l'ensemble des personnes parce que ce label se construit, je dirais, de la phase programme jusqu'à la phase réception des ouvrages et un petit peu plus tard dans son exploitation pour mesurer les services, pour qu'effectivement le produit soit à la hauteur de ce qui est attendu. Quand je parle du produit, c'est cette infrastructure numérique et les services associés. Si vous permettez, Monsieur Durand, Nicolas Devos, Solinov, je voudrais compléter ce que vous dites sur le fait que ça apparaît comme un référentiel en fait, qui garantit que certaines bornes ne soient pas franchies. Ça garantit aussi des problématiques qui ne sont pas forcément à l'esprit des donneurs d'ordre. Toutes les problématiques liées notamment autour de la souveraineté des données sont des vraies problématiques. Le fait de ne pas se retrouver captif d'une plateforme quelconque, je ne vous parle même pas des GAFAM, où vous voyez qu'il y a vraiment des enjeux. Le fait de passer par R2S, en fait, garantit que ces préoccupations-là ont été soulevées. On a une réponse et on a quelque chose à mettre en face. C'est vachement important. Moi, je sais qu'au niveau de Solinov, on a pas mal discuté avec M. Durand sur notre approche à nous. On travaillait un petit peu tout seul dans notre coin. Et puis, fortuitement, on a rencontré cette initiative de SBA et on s'aperçoit que c'est vraiment intéressant puisque c'est très difficile quand vous êtes seul d'essayer de mettre en avant les préoccupations que vous avez eues et pourquoi. Or là, en fait, il y a un gros travail qui permet d'étoffer et de cadrer les choses. Et pour des acteurs pour qui ça n'est pas culturellement
intuitif. C'est vraiment important. Nous, on travaille principalement avec des bailleurs sociaux et on s'aperçoit que pour certains, ce n'est pas du tout dans leur culture. Et donc, il y a beaucoup de méfiance. Et ils auraient tendance à écouter des gros acteurs du marché, ce qui n'est pas forcément suffisant. Donc, ce cadre-là est vraiment intéressant puisqu'il permet de rassurer un peu tout le monde et surtout d'avancer dans un cadre où on sait qu'on ne risque pas trop de se casser la gueule. Oui, oui, merci Monsieur Deveau d'être intervenu. Vous avez raison. Aujourd'hui, on prend conscience effectivement qu'il y a un certain nombre de données, de data qui existent déjà dans le bâtiment et on ne s'est pas posé la question de savoir ce que l'on en faisait, où est-ce qu'elles étaient hébergées et utilisées. Effectivement, ce cadre permet de donner cette maîtrise attendue et de rassurer l'ensemble des personnes, mais surtout aussi de montrer que celui qui se charge de la collecte, le bailleur social ou n'importe quelle autre entité de gestion immobilière, eh bien, lui également va témoigner de sa responsabilité, va témoigner de ses engagements et va veiller en permanence à ce qu'il n'y ait pas de détournement. Et ça, c'est essentiel. Effectivement, sans cette part de maîtrise, sans cette part d'engagement, oui, le numérique ne franchirait pas peut-être les barrières qu'il est en train de franchir, il n'atteindrait pas ses lettres de noblesse dans l'habitat résidentiel. Et cette confiance-là, il faut passer par une démarche volontaire dans un premier temps pour pouvoir le faire, pour éviter que certains acteurs, plus que d'autres, ne s'accaparent le sujet. Si je peux me permettre de compléter le propos de M. Durand, M. Deveau, vous avez raison, chez les bailleurs sociaux, là, ce qu'on évoque là, c'est extrêmement nouveau. Ça déplace énormément de lignes en interne dans les différentes directions parce que il faut appréhender des sujets qu'on n'appréhendait pas jusqu'à maintenant, qui étaient relativement silotés, et c'est bien normal, c'était le fruit de l'histoire. Il n'y avait pas ce potentiel-là de croisement de données et d'objets et donc ça ouvre des questions sur lesquelles les équipes métiers n'étaient pas encore tout à fait, ne sont pas encore en pleine maîtrise des choses et c'est en partie insécurisant d'aller sur ce champ-là. Et l'avantage peut-être d'avoir ce type de structure et de démarche labellisée, si c'est le cas fait par les bailleurs, ça permet en tout cas de se poser des questions de fond qu'aujourd'hui on ne se pose pas. Et en tout cas, ce qui est aussi rassurant, c'est qu'en matière d'achat, je pense que l'on va vers l'achat d'objets connectés qui sont eux-mêmes labellisés Ready to Service, c'est-à-dire qu'on a aussi l'assurance d'acheter des objets de qualité labellisés, interopérables, et que les investissements ne sont pas vains ou obsolètes, parce que vous savez comme moi qu'en termes d'objets connectés, il y a de tout, il y a tous les prix. Donc, à partir de là, un bailleur social, lorsqu'il part dans une telle aventure, c'est quelque chose qui dépasse beaucoup de lignes en interne, qui pose beaucoup de questions, qui crée de la transversalité sur des tas de sujets qui, jusqu'à maintenant, étaient très bien gérés par les équipes métiers. Oui, il y a une question, là, je voyais, de Pierre Bonnet, c'est ça? Donnet, pardon. Cette démarche nécessite le consentement de l'ensemble des utilisateurs. Selon vous, qui est en charge de récupérer son consentement? Peut-être Grégoire, tu veux donner une réponse là-dessus, ou un début de réflexion? Là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il se pose une vraie question en termes de ce qu'on appelle d'empowerment des locataires et des populations, c'est comment est-ce qu'on associe, on construit ces projets avec les locataires. C'est vrai que quand vous vendez une résidence neuve à des accédants à la propriété ou à des propriétaires tout court, ils achètent, ils sont très contents que ce soit connecté. Le fait qu'il y ait un label, je pense, rassure tout le monde. Et on est là pour 5, 10 ou 15 ans dans ce logement. Quand vous êtes locataire du parc social et qu'on vient d'implémenter dans votre bâtiment, là où peut-être vous habitez depuis 10, 15 ans, 20 ans, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans leur logement, qui restent très longtemps. Je me rappelle d'un atelier sociologique avec Christian Rosier, où il y avait des locataires qui disaient moi, je ne vais rien toucher, hein. Il faut que ça marche tout seul. Aujourd'hui, je ne touche rien, ça marche. Surtout demain, il ne faut pas que ça change. Et puis, vous aviez à côté quelqu'un d'autre qui disait moi, si je pouvais avoir les données
de consommation de température sur mon smartphone et que si je pouvais baisser le rideau ou envoyer un message à ma box de fourniture d'accès, ce serait parfait. Donc, sur la question des données, ça fait partie des choses sur lesquelles nous, bailleurs, on va devoir travailler parce que très clairement, pour nous, c'est un sujet de toute façon, comme je vous le disais, on sera nécessairement au rendez-vous de la réglementation RGPD, nécessairement au rendez-vous des exigences de notre territoire métropolitain et de sa gouvernance en matière de données. Mais là aussi, on va avoir une démarche globale et heureusement, le projet H2020 européen va nous aider à structurer ça parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire puisqu'aujourd'hui, et c'est peut-être ce que vous voulez dire, on a des consentements individuels à des opérateurs individuels. Or là, on est sur quelque chose de totalement nouveau qu'il va falloir qu'on structure et très vite parce que c'est demain. Oui, n'oublions pas que les installations, les dispositions sont prévues et pérennes dans le logement. Donc, si une personne dit, moi, j'adhère pas à la démarche, je n'en veux pas, elle a le droit. Hein. Et d'autres personnes pourront dire, bah non, c'est vachement génial, je veux ça, et dans la majorité des cas, j'en veux même plus. Donc, c'est ça également le côté intéressant, c'est que jusqu'alors, on pouvait dire que dans un immeuble, quand on prévoit une solution, elle doit être déployée chez tout le monde. Là, ce n'est pas le cas. Chacun peut aller à son rythme. Et surtout, ce n'est pas une contrainte, une imposition comme telle. Et ça, c'est important de le rappeler, je pense. Alors, il y a effectivement, excusez-moi, la question de la réversibilité, c'est-à-dire qu'effectivement, j'en veux plus, on doit pouvoir y travailler. Nous, après, ça nous pose des questions en termes de maintenance globale du bâtiment. Si on parle de la question énergétique, c'est comment va-t-on gérer les dents creuses, excusez-moi du mot qui est peut-être pas le plus adapté, mais en termes d'urbanisme, ça parlera à tout le monde. C'est comment on va gérer ces îlots de gens qui ne souhaiteraient pas. On va dire que pour un locataire qui arrive et qui prend un logement, ce sera un peu plus simple parce qu'il y a des choses que nous, de toute façon, on a besoin en termes de données pour la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Donc, il va falloir qu'on trouve tous ces équilibres entre effectivement ce qui est de base pour le fonctionnement de la maintenance et l'exploitation du bâtiment, ce qui est optionnel pour le locataire et le socle commun. J'aurais dû commencer par le socle commun, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on déploie partout parce qu'on en a besoin, sauf vraiment refus explicite, et qu'est-ce que je mets en optionnel. Et oui, parce que si je suis une famille avec quatre occupants dans le logement, je n'ai pas les mêmes besoins que Mme Michel qui vit toute seule. Par contre, je peux être technophile et je peux avoir envie de connecter ma box, mon volet roulant et mon DAF et mes vannes thermostatiques. Alors que Mme Michel, elle, ce qui va rassurer ses enfants et petits-enfants, c'est de pouvoir avoir des informations sur la façon dont elle se porte. Donc, nous, on est en train de se dire qu'il y aura peut-être des bouquets, un peu comme TPS, excusez-moi, c'est un nom de vieux, mais comme TPS à l'époque, c'est-à-dire j'ai un socle de base, j'ai un certain nombre d'objets connectés déployés, et puis en fonction de mes centres d'intérêt, de mes besoins de maintien à domicile ou de vie, je viens chercher des objets complémentaires sur la qualité de l'air, sur le maintien à domicile. Voilà, mais le champ est complètement effectivement ouvert. Mais nous, en tant que bailleurs, on sait, voilà un autre champ qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, nous, on vend, on propose, excusez-moi, on loue un logement. Et donc là, l'air de rien, ce que nous annonçaient les urbanistes et les architectes il y a 20 ans, où beaucoup de bailleurs sociaux regardaient en disant on verra, on est en train de passer de l'habitat à l'habité. Et pour un bailleur social, passer de l'habitat à l'habité, ça change tout, parce qu'on est même presque en train de devenir, et vous le verrez sur la Fontaine-Douche, ça va être un des quartiers pilotes en Europe d'autoconsommation collective. On va produire de l'énergie en solaire sur la toiture qu'on va redistribuer dans les logements, dans les parties communes et dans les espaces publics autour. Donc là, on voit bien qu'on est en train de devenir, certes, un bailleur social qui propose des logements, mais on va devenir des fournisseurs d'énergie, on va devenir des prestataires indirects de services, et on n'a pas du tout l'intention d'être dans le vieillissement et le maintien à domicile, mais il va falloir qu'on puisse proposer des services certifiés de qualité à des personnes qui seront mieux en maintien à domicile et qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller dans des structures collectives auprès de journées onéreux. Et en fait, on voit bien que nous aussi, en tant que bailleurs, petit à petit, on est en train d'élargir considérablement dans les années à venir nos cœurs de métier. Le cœur de métier, c'est le logement, mais c'est passer de l'habitat
à l'habiter. Et ça, pour nous, c'est très innovant et c'est une lame de fond qui va probablement, si on en a les moyens, nous emmener vers des chantiers très, très intéressants dans les années qui viennent. C'est très bien, passer de l'habiter à l'habiter, c'est une belle image. On prend encore une ou deux questions, parce qu'il est 18h55. Beaucoup de questions sur les bailleurs. Là, les données seront récupérées par les bailleurs sociaux, mais les entreprises qui vont participer à la construction auront-ils accès aux données? Sera-t-il possible de récupérer les données à travers la maquette numérique? Alors, la question des données, ce n'est pas parce que je suis un industriel ou une start-up que j'ai un droit de regard particulier sur ces données, hormis si je fais un service associé à ça et que de manière complètement déclarative et de manière très transparente vis-à-vis de l'utilisateur, que ce soit le bailleur ou le locataire, on est au courant qu'il y a une partie des données qui sont gérées par un parti tiers. Mais hormis cela, l'industriel ou le fournisseur de solutions, il n'a pas un droit particulier d'avoir accès à de la donnée. Et est-ce que sur le fait qu'on puisse avoir des données à travers la maquette numérique, sur ce projet-là, oui, en l'occurrence, il va y avoir une maquette numérique de construction, de rénovation, qui sera relativement light, et elle sera déployée sur ce BOSS là, dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, on va pouvoir agréger à la fois des données statiques qui finalement donnent une vision spatiale du bâtiment, des espaces, de la chaufferie, des logements, etc. Et puis des données plus dynamiques qui seront issues de l'instrumentation qui sera déployée. Voilà. Et pour reprendre par exemple tout à l'heure le schéma, le cas d'usage de Grégoire, on pourrait imaginer que, c'est pas on pourrait imaginer, on imagine très sérieusement que demain, dans le PC de sécurité de Dijon, ils aient accès précisément à la vision géospatiale de là où se situent les 3 points d'alerte, parce qu'il y a 3 DAF connectés qui sont dans la tour numéro 3, au R+4, appartement gauche, appartement centre, etc. Ça c'est un petit exemple, mais voilà. Et là, encore une fois, ce sont sous contrôle du bailleur qui finalement va être le grand garant de la gestion de ces données avec le consentement de la mise à disposition de certaines données auprès de son locataire. Petit complément, excusez-moi, M. Durand, juste sur la question du modèle économique, c'est vraiment quelque chose à construire. Je redis que évidemment les locataires du parc social ont un pouvoir d'achat et un pouvoir économique contraint par définition. Et sur la question de la tranquillité résidentielle et du maintien à domicile, nous allons lancer dans les prochaines semaines, prochains mois, un appel à solutions auprès des écosystèmes de start-up et des opérateurs publics qui seraient à même de venir nous proposer des solutions s'appuyant sur l'architecture numérique Ready to Service, sur les capteurs qui seront labellisés, et de venir nous proposer des services concrets utiles au quotidien des locataires et de travailler avec nous sur l'émergence d'un modèle économique qui soit à la portée de main et à la portée du porte-monnaie de nos locataires, parce qu'il ne s'agit pas de les faire rêver avec des services qui seraient totalement inaccessibles en termes de pouvoir d'achat. Donc, il va falloir qu'on regarde très clairement les retours sur investissement pour le bailleur d'une part, mais également pour les locataires, de façon à ce qu'on soit dans le concret et qu'on permette réellement à des locataires de trouver du confort de vie et des services qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. Oui, moi, je voulais rapporter un petit point en relation avec le BIM. Effectivement, dans le label, on se projette très clairement sur le BIM exploitation pour permettre de fédérer les données de manière satisfaisante et de récupérer toute la data qui vont permettre d'optimiser un certain nombre d'actions grâce à une maquette numérique, non pas limitée à la phase as-built, mais également une maquette numérique orientée pour l'exploitation et la vie du bâtiment. C'est tout à fait un lien possible avec ce label, puisqu'il y a des points accordés si cet aspect-là est pris en compte. Nicolas Devauche complète ce que vous disiez, Monsieur Grégoire, enfin Monsieur Ancel et Monsieur Durand sur le côté modèle économique. Le fait de récupérer des données de thermohydrodynamique du bâtiment avec une certaine finesse, puisque
on va dans le logement, voire on va dans les pièces. Monsieur Ancel parlait tout à l'heure de pouvoir suivre un petit peu les températures pièce par pièce et donc d'avoir une gestion thermostatique par pièce. Ça veut dire qu'on a aussi le comportement des matériaux qu'on a déployés, quelle est la qualité et les rendus et les performances au regard de ce qui a été annoncé par les constructeurs. Ça peut être une source de revenus aussi pour les bailleurs en disant, voilà, les matériaux que vous nous avez vendus avec telle et telle caractéristique en amont du BIM, en aval du BIM, on constate que vous nous avez vendu une porte de garage qui est donnée pour 20 000 cycles, on a dû intervenir au bout de 5 000 cycles, etc., etc. Donc, sur la problématique de fonctionnement en silo que décrivait M. Ancel, on a tout à fait vécu, nous, à chaque fois qu'on avait affaire, enfin, la majorité des bailleurs sociaux, on va dire, on s'est rendu compte que c'était vraiment problématique, puisque quand je livre un bâtiment, finalement, j'ai des bons ratios quand j'ai livré mon bâtiment, et je ne vais pas forcément dépenser un peu plus d'argent qui va faciliter la vie aux gars qui s'occupent de la maintenance ou voire de l'exploitation. Donc, ces éléments-là, en fait, vont générer des économies indirectes, en fait, sur la rationalisation de l'humain, sur les meilleurs choix de matériaux, sur tous ces aspects-là. Sur les supports à service, puisque R2S, c'est Ready to Service, hein, vous disiez, monsieur Ancel, que vous alliez être opérateur d'un certain nombre de choses. Ça pourrait même être des points d'accès télécom divers et variés, puisque vous offrez l'arrivée sur le client final. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Tout ce qui est… aujourd'hui, les sociétés montent leur modèle économique sur les problématiques d'effacement. Or, l'effacement, à partir du moment où vous mettez cette infrastructure dans le logement, c'est quelque chose que vous pouvez vous revendiquer. Donc, auprès des opérateurs d'énergie, par exemple. Voilà, c'est un petit coup. Merci. Oui, dernier point sur le modèle économique, est-ce qu'il est cohérent? Globalement, il l'est, et il le sera plus à partir du moment où on augmente la volumétrie des services, parce que finalement, on a un jeu de mutualisation. Je ne prendrai qu'un exemple. Quand aujourd'hui, on déploie une infrastructure pour de l'interphonie, cette même infrastructure, elle peut être mutualisée via le réseau R2S, et on paye déjà, on finance déjà quelque part une infrastructure d'interphonie, donc pourquoi ne pas la mutualiser? Et là, on gagne tout de suite des coûts. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie stratégie à avoir, et il y a une vraie réflexion à avoir. On en reste peut-être là, non? Petit mot de conclusion, Grégoire, c'est tout? Ça te va, Philippe? Merci beaucoup, en tout cas, pour votre écoute et vos questions. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci, Grégoire, de ton intervention. Merci. Merci, Jean-Luc, et puis Philippe aussi. À bientôt. À très bientôt.